Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 et RFI pour ici l'Europe, l'éventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, nom de code Brexit, inquiète décidément les 28, et ce d'autant que le référendum sur la question a été fixé par David Cameron au 23 juin prochain, ça approche, et c'est pourquoi nous recevons aujourd'hui le tout nouvel ambassadeur du Royaume-Uni à Paris, Julian King, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, avant Paris, vous étiez sur d'autres dossiers sensibles. Vous avez été ambassadeur à Dublin. Vous avez été en charge de l'administration britannique en Irlande du Nord. Et puis, il y a aussi ce trait de caractère qui vous est bien particulier. Vous êtes connu pour être un francophile assumé. Vous êtes notamment passé par l'ENA, la grande école d'administration française. Et petite allusion personnelle, c'est là que vous avez rencontré votre épouse danoise qui, elle, travaille aujourd'hui au sein de l'exécutif européen. Alors autant dire que la question de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Europe vous touche de près. Voilà. Et puis alors rappelons aussi que jeudi dernier, François Hollande et David Cameron se rencontraient à Amiens 2 semaines après l'accord, le fameux accord qui renégociait les rapports du Royaume-Uni avec l'Union européenne. On a le sentiment que c'était presque une entrée en campagne très fracassante de David Cameron pour rester dans le club des 28. On ne l'a jamais senti aussi amoureux de l'Europe. C'est vrai que si on s'est lancé dans ce débat, c'est pour rester, c'est pour soutenir le vote pour le maintien, pour que nous puissions continuer d'être un partenaire utile en Europe. Alors, Sir Julian King, au sein même du Parti conservateur au pouvoir, donc en Grande-Bretagne, le maire de Londres, Boris Johnson, s'est rangé aux côtés des partisans du Brexit. Et puis au sein même du gouvernement, il y a 6 ministres qui sont plutôt assez même engagés pour le Brexit. Alors comment imaginer, comment David Cameron va-t-il faire pour imposer sa ligne au pays alors qu'il ne l'impose pas, il ne parvient pas à l'imposer à l'intérieur même de son gouvernement? D'abord, il y a une position de gouvernement très claire, arrêtée par le gouvernement, et c'est pour le maintien. On a une tradition chez nous, ça date depuis la dernière fois qu'on a eu un référendum, il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'on laisse la liberté de parole aux ministres. Et c'est vrai que 6 parmi les 29 ministres au Conseil se sont déclarés pour la sortie. Ça fait 23 qui se sont déclarés pour le maintien. Finalement aussi, il faut se souvenir que c'est pas une question simplement du gouvernement ni du parti. Ça sera une question pour le peuple britannique tout entier. Dans le parti même, il s'envoie des noms d'oiseaux en ce moment. Entre Boris Johnson, les autres, etc. Ça commence à chauffer drôlement. C'est vrai que, et je ne vous cache pas, que ça sera un débat assez vif. Mais je crois aussi un débat sain, parce que ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu un référendum sur ce sujet. Alors, il y a les partisans des deux côtés qui ont longtemps attendu ça et qui maintenant va prendre l'occasion de s'exprimer. Il y a un problème d'équilibre quand même. On connaît très bien les tenants du non. On a dit quelques Tories, mais surtout UKIP, qui est incarné par le populiste Nigel Farage. Plusieurs milieux d'affaires aussi qui se déclarent pour le Brexit. Et puis une grande partie des médias britanniques sont aussi eurosceptiques, il faut le dire. Est-ce que le oui à l'Europe a suffisamment de champions qui sont capables de renverser la vapeur, renverser l'opinion publique qui est plutôt réticente? Commençons par le Premier ministre. Oui, le Premier ministre a déclaré qu'il va faire campagne de tout son cœur pour le maintien. Et on aura beaucoup de sondages d'ici le 23 juin. Mais si on en croit, les gens attendent avec impatience d'entendre les arguments avancés par le Premier ministre. Et je crois qu'il y a les arguments très forts pour le maintien, aussi bien les arguments économiques et les arguments sécuritaires. Oui, alors sur le fond, je voudrais tout de même revenir sur ce paradoxe apparent. Donc vous dites que le Premier ministre va défendre cette position de tout son cœur. Maintenant, comment est-ce qu'il va donner aux Britanniques le goût de l'Europe alors qu'il a mis toute son énergie à négocier un contrat, un régime plutôt restreint de l'implication de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni dans l'Europe? Comment est-ce qu'il passe d'une position à l'autre? C'est pas aussi net que ça. C'est-à-dire que ce que nous avons soulevé
soulevez, ce sont des questions qu'on soulève pas seulement au Royaume-Uni, mais dans d'autres pays aussi, sur le besoin d'accroître la compétitivité, sur le besoin de prendre des décisions le plus proche possible du peuple. Ce sont les vraies questions. Et ce qu'on a négocié dans cet accord, c'était des propositions de réforme pour le Royaume-Uni, mais pour d'autres pays aussi. Et c'est ça la proposition que nous allons présenter dans notre référendum. Et c'est un choix, est-ce qu'on veut rester à l'intérieur d'une Union européenne réformée ou est-ce qu'on veut sortir? Alors, parlons des questions qui ont un peu fâché quand même entre la France et le Royaume-Uni. Lors du sommet à Amiens, David Cameron et François Hollande sont revenus sur cette question très délicate de Calais et des milliers de migrants qui tentent de rejoindre à partir de Calais la Grande-Bretagne. Valériane Gauthier a fait le point sur les décisions qu'ils ont prises jeudi dernier. La rencontre entre François Hollande et David Cameron est intervenue jeudi alors que les autorités françaises ont entamé le démantèlement de la jungle de Calais. Des milliers de migrants s'entassent dans ce campement insalubre. Ils tentent par tous les moyens de rejoindre le Royaume-Uni. Paris réclamait une aide financière pour les garder sur son territoire et pour sécuriser les infrastructures portuaires ainsi que le tunnel sous la Manche. À Amiens, David Cameron a annoncé le déblocage de 22 millions d'euros pour 2016, en plus des 60 millions déjà versés. Cet argent servira à déplacer les migrants de Calais vers d'autres centres d'accueil en France. Nous allons aussi financer des initiatives communes afin de renvoyer les migrants vers leur pays d'origine lorsqu'ils ne sont pas en situation de danger réel. Une volonté de dissuader les migrants de gagner la Grande-Bretagne. Les deux dirigeants se sont toutefois mis d'accord pour faciliter le regroupement familial des mineurs isolés, comme s'en félicite François Hollande. Quand ces personnes, quand ces jeunes non accompagnés, ces mineurs isolés ont un lien familial au Royaume-Uni, ces jeunes doivent rejoindre le Royaume-Uni. Et doivent rejoindre le Royaume-Uni vite et de manière efficace. Plus de 300 mineurs se trouveraient actuellement à Calais dans l'attente de pouvoir rejoindre des membres de leur famille déjà installés outre-Manche. Alors plus d'argent, c'est bien, hein, on l'a dit, 20 millions d'euros de plus. Mais le démantèlement de cette jungle de Calais continue à poser de sérieux problèmes, problèmes moraux, peut-être problèmes d'image aussi pour le Royaume-Uni et la France, à moins que ça soit le but recherché. On ne va pas parler beaucoup d'argent parce que ça ne résume pas des questions d'argent, mais je vais quand même faire une petite explication. On a parlé dans ce paquet, qui autrement résume les choses très bien, d'un montant de 60 millions. En effet, c'est un montant de 80 millions d'euros qu'on a déjà donné, partagé avec l'État français pour sécuriser le port et les alentours. Alors, ce qu'on a annoncé au sommet d'Amiens, c'était encore une contribution de 22 millions d'euros pour aider, surtout pour les centres d'accueil, pour aider les gens à partir dans ces centres. Alors, ça ne résume pas notre coopération, mais je tenais à préciser ces détails. Alors, pour l'évacuation, les travaux qui sont en train depuis quelques jours à Calais, dans le camp, on soutient complètement les objectifs du gouvernement français, c'est-à-dire d'essayer de mieux loger les réfugiés et de combattre les passeurs et les gangs qui étaient très bien installés dans le sud de ce camp. Je trouve que ce sont des objectifs dignes que nous devons tous soutenir. Maintenant, revenons un petit peu à la question du Brexit par rapport à Calais. Quand le ministre de l'économie français, Emmanuel Macron, affirme, un journal anglais bien connu, le Financial Times, qu'en cas de Brexit, à ce moment-là, on ouvrirait les vannes ou, disons, on ne retiendrait pas les migrants qui souhaitent passer vers la Grande-Bretagne. Ce type de propos qui n'ont pas vraiment été démentis par le président de la République française, François Hollande, est-ce que pour vous, ça vient appuyer le discours de Cameron ou est-ce que ça occasionne une certaine gêne ? Ce n'est pas la première fois que les hommes et les femmes politiques en France font ce constat, cette remarque.
Alors, M. Cameron a même remarqué lui-même, à un moment donné, qu'il y avait des hommes et des femmes politiques en France qui parlaient de mettre en question ces accords. Pourtant, pour le moment, les accords de Touquet, pourtant, pour le moment, ces accords sont bien appliqués, soutenus par les deux gouvernements, et ils fonctionnent. Par rapport au Brexit, est-ce que c'est un argument de dire que ça mettrait beaucoup de difficultés dans la politique migratoire entre les pays? Ce qui est un argument. J'ai parlé des arguments qu'on va entendre dans notre débat. Il y a des arguments économiques qui sont très importants. On ne peut pas avoir accès au marché sans aussi avoir des contraintes. Mais il y a des arguments sécuritaires. Et parmi ces arguments, je crois qu'un argument fort, c'est qu'on sait où on est en ce moment. On connaît les avantages d'une coopération étroite avec nos partenaires dans plusieurs domaines, y compris sur les questions de migration. Et en cas d'une sortie, on ne sait pas vers quoi on va. Alors, derrière tout ça, il y a un choix. Il y a d'un côté la situation qu'on connaît très bien en ce moment, avec plein d'avantages, peut-être quelques inconvénients, et l'autre choix, un pas vers l'inconnu. Alors, David Cameron a obtenu, malgré la ferme opposition, il y a eu des nuits de passer en sommet à en discuter avec les pays de l'Est, la possibilité de repousser les aides sociales pour les nouveaux arrivants de 7 ans. On a l'impression quand même qu'il s'en prend un petit peu aux migrants pour couper l'herbe sous le pied de certains partis encore plus eurosceptiques ou encore plus xénophobes. Je pense à UKIP, en effet, on parlait de Nigel Farage. Est-ce que finalement, ce n'est pas contre-productif? Est-ce qu'on n'est pas en train de le faire monter, ces idées-là? Je ne suis pas complètement d'accord. Ce qu'on a soulevé pour les aides sociales, c'est que nous avons une situation quasiment unique en Europe, chez moi, au Royaume-Uni. C'est-à-dire que nous avons un système d'aide sociale où les travailleurs, les nouveaux venus citoyens européens qui touchent un salaire modeste, on le doit aux aides sociales dès le premier jour sans avoir cotisé. Alors ça, c'est une situation qui n'existe pas dans d'autres pays. Alors ça a eu un effet d'attraction. C'est un effet d'air qui a fait un appel d'air qui a fait arriver beaucoup plus qu'on a attendu. Et c'était pour traiter de ce problème spécifique qu'on a soulevé ces propositions. On attendait que nos amis et nos partenaires nous aidaient à résoudre ce problème. Alors ce lundi 7 mars, les Européens se retrouvent de nouveau en sommet avec les Turcs pour parler du flux migratoire qui est en train de transformer la Grèce en un camp de rétention à ciel ouvert. La Grande-Bretagne ne fait pas partie de Schengen, certes, mais est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce qu'il y a une solidarité du Royaume-Uni sur cette question? Ces questions d'afflux migratoire nous touchent tous. Et on les approche dans un esprit solidaire. C'est pourquoi nous avons donné plus de 2 milliards de livres sterling en aide aux ressortissants syriens en Syrie et dans les pays voisins. Plus que n'importe... Là, on vous parle des Grecs. Justement, le problème, c'est que vous ne faites pas partie de Schengen et que vous ne vous sentez pas du tout responsable des Grecs? Non, j'allais parler des Grecs. Mais on m'a demandé, est-ce qu'on est solidaire? Est-ce qu'on est concerné? Est-ce qu'on est solidaire? Alors, première réponse, on travaille très étroitement avec d'autres pays européens en amont pour essayer d'aider ces gens, surtout les ressortissants syriens, là où ils habitent ou dans les pays voisins. Et on a donné plus de fonds que n'importe quel autre pays européen. Plus de 2 milliards de livres. C'est la première réponse. Deuxième réponse, c'est que nous allons aider nos partenaires grecs, y compris nos partenaires turcs, avec cette proposition d'une force navale dans la mer Égéen. De l'OTAN. De l'OTAN, avec la France, comme vient de déclarer le président. Alors, on va aider avec cette mission. Et troisième réponse,
on va continuer d'aider nos partenaires grecs à renforcer leur contrôle aux frontières. On a déjà partagé des expertises à ce sujet et on va continuer. Alors, on a envie de vous demander quand même, Monsieur Julian King, imaginons le pire quand même. Le 23 juin, on se projette en avant. Les électeurs, on le sait, en France, on en a un petit peu l'expérience, ne votent pas toujours pour la question qui leur est posée, puis ne votent pas toujours comme on le souhaiterait, comme le souhaiterait le gouvernement. S'ils disaient non, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Mais c'est vrai que c'est un référendum. Nous ne sommes pas le premier pays à organiser un référendum à ce sujet. Et il faut toujours garder ça en esprit. Mais parce que je crois que nous avons des bons arguments, je n'attends pas une réponse, un vote pour la sortie. Pour être honnête, on n'a pas fait beaucoup de préparatifs pour cette situation-là. Parce que le gouvernement est à 100% pour le maintien. Mais vous êtes bien obligé d'envisager le scénario du pire, au cas où. Je suis un diplomate. Je soutiens toujours les scénarios positifs. Merci de l'avoir soutenu en notre compagnie. Monsieur l'ambassadeur, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Vous restez en compagnie de RFI France 24 pour plus d'informations.